Bonjour, je m'appelle Isabelle Wistiner-Zuber. Je voudrais m'exprimer assez courtement au sujet de différents thèmes autour de la protection de l'enfance, de la protection de l'enfant, et en particulier parce que récemment j'ai été interpellée moult fois et que beaucoup de personnes se sont mis à lire ce que j'écris et à regarder mon profil LinkedIn en particulier. Ça fait 20 ans que je gère un cabinet de développement personnel et de thérapie, que j'interviens, pour accompagner les gens qui souffrent de problèmes émotionnels principalement, ou qui veulent changer de comportement et élargir la palette possible de leur, comportement. Et puis, ça fait, 6 ans que j'interviens dans des situations en relation avec la protection de l'enfance, et pour ça, je me suis formée à l'accompagnement à la parentalité dans ces situations-là. J'ai une formation initiale en pédagogie, et puis, je me suis, formée à la médiation pour les divorces, à l'intervention aux conflits familiaux, et actuellement, je me forme en Suisse parce que j'ai fait ces formations à l'étranger. Je me forme en Suisse à la médiation généraliste. Je crois que la magie est possible. Je crois que quand un tiers est présent, un tiers bienveillant, un tiers, neutre, enfin plutôt multipartial, qui est là, eh bien, il est possible qu'une communication se rétablisse entre les personnes. Je sais aussi que parfois c'est impossible, en particulier lorsque une des personnes au conflit, souffre de troubles du comportement ou de la personnalité, a une personnalité, au conflit, comme on dit. Parmi celles-ci, les personnes qui présentent des troubles paranoïaques ou qui s'apparentent à la sociopathie, ou d'autres personnalités, d'autres troubles du comportement. Je choisis bien mes mots parce que j'ai eu répétitivement des contacts non désirés avec la Fédération suisse des psychologues et psychothérapeutes, qui s'élèvent contre le fait que même formés en psychologie, on puisse s'exprimer au sujet de la psychologie si on n'a pas un master, si on n'est pas psychothérapeute. Alors j'ai pas une formation de psychothérapeute, j'ai une formation d'intervenante en différentes thérapies brèves. Voilà, mais je m'égare. Ce que je voulais dire, c'est que je défends l'idée que, bien sûr, ça c'est tellement évident, pourquoi en serait-il autrement dans le domaine de l'enfance? Bien sûr que les fausses accusations existent, bien sûr, hein, donc que l'aliénation parentale existe. Je ne parle pas de syndrome d'aliénation parentale parce que là, effectivement, je suis pas à même de poser un diagnostic, et que le syndrome de l'aliénation parentale, soit dit en passant, parce qu'on lit tellement de bêtises, c'est affligeant et étonnant vu des personnes qui écrivent sur le sujet. Le syndrome d'aliénation parentale, s'il existe et défini comme tel, il ne peut toucher que l'enfant. C'est un enfant qui se met à rejeter son parent, à en avoir peur, hein, de façon aiguë, et qui présente des troubles psychiques en relation avec le rejet du parent. Donc c'est pas l'autre parent, c'est que l'enfant qui peut présenter ce syndrome, pour autant qu'on décide qu'il existe. En revanche, je prétends, j'affirme et je défends avec vigueur le fait que l'aliénation parentale, elle, existe. J'en ai été témoin, j'ai écrit sur le sujet dans mon livre «Protection de l'enfance, lettre ouverte à tous ces acteurs». Hem, à peu près, tous les témoignages parlent de ça. J'ai entendu et vu des parents aliénants revenir sur leur dire antérieur, affirmer que oui, ils avaient bien manipulé l'enfant, qu'ils avaient menti ou qu'ils s'étaient égarés, heu, parce que de manière inconsciente, ils avaient vu l'autre parent comme dangereux. En dépit, je dis en dépit, alors que je ne pense pas personnellement que c'est en dépit, mais à côté de cela, je sais
et je suis très sensible aux situations, d'abus sexuels sur les enfants, en particulier les petits-enfants et en particulier dans le cas d'inceste, pour toutes sortes de raisons. J'ai participé à un ouvrage sur le sujet, très courtement, en exprimant mon avis de thérapeute sur la nécessité ou non, la nécessité absolue de déposer plainte et qu'est-ce qui se passe quand on dépose pénalement plainte et sur le fait qu'il faut surtout pas s'attendre à ce que ce processus soit forcément réparateur. Mais je suis tellement sensible sur le sujet que le mouvement que j'ai fondé, le mouvement suisse pour la coparentalité responsable, a établi, une sorte de guideline sur que présentent comme, symptômes les enfants abusés. On ne peut en aucun cas se baser juste sur la parole de l'enfant, en aucun cas. Et je me demande comment les thérapeutes qui sont en plus parents peuvent prétendre que à coup sûr les enfants ne mentent pas. On ne peut pas non plus se baser sur le fait qu'un enfant a a peur de son parent et que le fait qu'il a peur de son parent, qu'il ne veut pas retourner chez un des parents, après un droit de visite par exemple ou justement en visite, signifie qu'il est abusé. Un enfant abusé sexuellement présente en général des traces physiques. Lorsqu'il s'agit seulement entre guillemets «d'attouchement», il peut ne pas en présenter beaucoup, voire pas du tout, voire présenter des symptômes physiques ou des traces physiques qui pourraient s'apparenter à toute autre chose, par exemple à des infections ou des inflammations. En revanche, un enfant n'est pas censé avoir des infections, des inflammations du territoire génital, du contour de la bouche et d'autres parties du corps, de manière répétitive, c'est alarmant. Il y a en fait en Suisse, un guideline sous forme de petit livret qui se trouve dans les cabinets de pédiatrie généraliste, qui nous disent à quoi être attentif quand on ausculte les enfants. En plus de ça, un enfant abusé sexuellement, et ça, c'est à coup sûr, va avoir une activité sexuelle, ou un contact avec son corps tout à fait particulier. Et alors même que bien sûr que les enfants s'explorent eux-mêmes, se masturbent, un enfant en bonne santé fait ça, à certains âges surtout, et qu'il explore le corps des autres enfants. En revanche, il y a des actes qui miment les actes sexuels que l'enfant reproduit sur autrui, qui ne trompent pas. Cet enfant, à tout le moins, a soit visionné, des films porno, soit assisté à des ébats sexuels, soit y a été inclus, par force. Donc je trouve absolument odieux, absolument révoltant, absolument insipide et irrelevant d'affirmer que si on pense que l'aliénation parentale existe, si on pense, c'est comme de dire que qu'on pense que la manipulation existe. On ne pense pas, c'est un fait, que de penser ça fait qu'on ne serait pas apte à déceler des abus sexuels ou pas, concerné par le sujet. C'est absolument faux et je trouve ça parfaitement insultant. Hem, Affirmer qu'un enfant qui a été abusé physiquement ou psychologiquement ou sexuellement rejette son parent ou dénonce son parent, c'est méconnaître tout à fait gravement ce qui se passe en cas d'abus. En cas d'abus extrême, effectivement, c'est ce qui se passe. En cas d'abus, usuel, dirais-je, hélas, c'est pas du tout ce qui se passe. Et j'invite les gens qui affirment ça à lire Cyrulnik, mais s'il vous plaît, lisez tout Cyrulnik. Comme ça, peut-être que vous allez croire ce que ce psychiatre, cet éminent scientifique, cet éthologue affirme, plutôt que ce que j'affirme moi et qui relaie ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est tellement tellement perturbant et tellement troublant que des personnes censées nous protéger alors qu'on est enfant nous abusent, que ça veut dire qu'on a certainement fait quelque chose de mal, que ça veut dire que peut-être on va être abandonnés tous. Et au contraire du fait de
couper le lien avec le parent abuseur, souvent ça le renforce, mais de manière totalement toxique. Et c'est ça la réalité. Faut s'informer, pas dire n'importe quoi. Et je pense que certaines personnes qui affirment ce genre de choses n'ont jamais accompagné ce genre de situation. On ne peut pas prendre d'exemple, on peut pas prendre l'exemple de ce qui s'est passé à Outreau pour dire que oui, les enfants avaient raison, oui, les enfants n'avaient pas raison. Apparemment, le procès a été fait de manière scandaleuse. Le premier procès qui a mis en prison tout un tas de gens et le deuxième procès qui a innocenté tout un tas de gens. Et on ne peut pas plaquer des situations les unes sur les autres. Il faut les appréhender dans leur unicité, avec beaucoup de précision, avec toutes ces compétences. Et on ne peut pas plaquer notre idéologie, nos envies, nos croyances sur des situations comme ça. Puis par rapport à l'aliénation parentale, ce terme, de la même manière, je suis très fâchée avec les personnes qui ne prennent pas les plaintes d'abus sur les enfants, qui violent les procédures, le code de procédure pénale, par exemple en Suisse, lors de ces situations-là. Je suis très fâchée avec les policiers qui refusent de prendre les plaintes, ce qui arrive apparemment aussi en Suisse, et ce qui est scandaleux. Et, et c'est parce que ces gens-là agissent de cette manière-là qu'ensuite on généralise. Mais on ne peut pas généraliser. On ne peut pas. Et donc je suis très fâchée avec les professionnels qui affirment tout un tas de bêtises au sujet de l'aliénation parentale. On ne peut parler d'aliénation parentale que lorsque, auparavant, un lien nourrissant, bienfaisant, solide, sécure, existait, tout au moins solide, existait entre le parent exclu, dorénavant exclu, et les enfants. C'est ça l'aliénation parentale. C'est à partir d'une situation qui, avant un divorce ou une séparation, était normale, soudain, un parent devient essentiellement mauvais aux yeux de l'autre et se fait peu à peu exclure. Voilà, c'est bien plus long que ce que j'aurais voulu. J'espère quand même que vous m'aurez écouté. J'écrirai prochainement sur le sujet parce que c'est beaucoup mieux de mettre des choses par écrit de manière très précise et ainsi autrui peut s'y référer. Je vous souhaite une bonne journée.